Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au wagon à distance. Bienvenue au démodé de nos 2 batchs à temps partiel en développement web et en data science. On est vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Merci aux proches d'être présents aussi et masqués au wagon et d'être aussi nombreux et nombreuses, j'en suis sûre, à nous suivre en direct sur Facebook pour découvrir les projets ce soir de nos 24 élèves en développement web et en data science. Ce soir, leur formation touche à sa fin et ils vont vous présenter les 7 projets qu'ils ont développés avec une sacrée détermination et en équipe ces dernières semaines. Tout d'abord, un petit mot sur le wagon pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Le wagon, qu'est-ce que c'est ? Le wagon, c'est une école de développement web à l'origine. On s'est lancé il y a 7 ans à Paris. On a mis au point 2 formations intensives, une en développement web et une autre en data science. Une en développement web pour apprendre à collaborer avec des développeurs, devenir soi-même développeur, développeuse, product owner, et une autre en data science pour collecter, nettoyer, stocker des données. Vous allez voir, ils vont vous présenter ça ce soir. On est maintenant présent dans 45 villes dans le monde. Le wagon, c'est pas qu'une expérience pédagogique, c'est aussi une très très forte expérience humaine, et c'est une très grande communauté aussi qui rassemble depuis peu plus de 11 000 alumni. Et ce soir, vous rentrez dans la communauté des alumni. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler leur projet, un petit retour en arrière. C'était il y a 6 mois. Il y a déjà 6 mois, vous êtes arrivés au wagon. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, ça file à une vitesse assez incroyable. Vous avez décidé d'embarquer dans une nouvelle aventure qui a chamboulé vos habitudes, je pense qu'on peut le dire, 2 soirs par semaine et tous les samedis en présentiel au wagon. Je crois qu'on peut dire que vous avez vécu wagon. Cet espace ici, Godelet, a occupé une très très grande place dans vos vies. Pardon, je change de feuille comme d'habitude. Tout est bon. Et nous, on a été très contents. Je n'arrive toujours pas à prendre mon texte par cœur. Et nous, on a été très très contents et très contentes de vous avoir avec nous. Vous avez égayé nos soirées, nos mardis, nos jeudis soirs et nos week-ends aussi. On a été ravis de partager 6 mois avec vous. Et pour conclure ce petit moment, je tiens aussi à dire merci à vous, les familles des élèves, d'avoir accepté ce chamboulement dans vos vies, parce que ça ne devait pas être simple non plus tous les jours de ne plus les avoir les soirs et les week-ends. Mais vous allez voir, vous allez être fiers de voir le défi qu'ils se sont lancés, qu'ils se sont donnés il y a 24 semaines, et de les voir briller ce soir et de vous présenter leur application et leur projet data qu'ils ont codé de A à Z. Vous êtes hyper calme, donc je crois que c'est le moment de leur faire une ovation, de taper dans vos mains, de leur dire bravo, de vous féliciter. Et donc, c'est parti, débutons cette soirée pour commencer avec le bootcamp en Data Science, puis ensuite ce sera au tour des élèves en développement web. On animera d'ailleurs ce petit démodé à 3. Il y aura Gaëtan qui va commencer, qui est teacher en chef de la formation Data, et ensuite c'est Jérémy, programme manager, et moi-même, qui continueront. Et Gaëtan, je te laisse du coup la scène. Bonsoir. Bonsoir, alors on va commencer avec un premier projet de data. Pour vous l'introduire, je vais vous dire qu'avant, je conduisais en Honda et personne ne me reconnaissait. Plus maintenant, grâce à la team Le Très Bon Coin, ils m'ont choisi une ride avec soin. Je suis radin, malin et stylé, appelle-moi, même pas je te répondrai, je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ils ont créé pour vous un outil qui va identifier la crème de la crème des annonces, des enduros de badass, des bécanes qui tabassent. J'appelle Aloïs, Victor et Anthony. Bonjour à tous. Je suis très content de vous présenter notre projet de fin de batch, donc réalisé par moi-même, Anthony, Victor et Aloïs. Le projet s'intitule Le Très Bon Coin. C'est un petit clin d'œil au boncoin.fr qui vous permet de trouver des annonces. Et en fait, cet outil va vous permettre de trouver le véhicule de vos rêves et en plus de faire une bonne affaire. Alors, le problème, c'est qu'actuellement,
trouver une bonne affaire, trouver un 2 roues même tout simplement, c'est très compliqué. Pourquoi? Eh ben, déjà, il faut trouver le site où on va pouvoir trouver notre véhicule. Alors vous connaissez Le Bon Coin, c'est 120 000 annonces, il y a La Centrale, il y a Moto Occasion, il y a Moto Sélection, il y en a des dizaines et sur chacun, c'est à peu près 5 000 annonces. Ensuite, pour être alerté des nouvelles annonces, il va falloir que soit on passe énormément de temps sur ces sites pour toujours être au courant des nouvelles annonces qui apparaissent, soit s'abonner aux alertes ou soit s'abonner aux newsletters. Une fois que c'est fait, que l'on a identifié une annonce qui est potentiellement intéressante, il va falloir que l'on compare le prix de cette annonce à une cote. Pour ce faire, soit on a un petit peu d'argent et on va payer ce qu'on appelle l'Argus, qui est un site qui va pouvoir évaluer la cote de votre véhicule en fonction du kilométrage, par exemple, de l'année, du modèle, de la marque. Ou soit, comme moi, on n'a pas envie de payer pour ça, et du coup, on le fait à la mano. Le problème, c'est que c'est ultra chronophage. Donc, par exemple, s'il y a une nouvelle annonce qui a un Piaggio MP3, eh ben, je vais faire tous les sites de petites annonces pour comparer les prix. Donc tout ça pour dire que c'est très compliqué, mais le Très Bon Coin est là pour vous aider. Le Très Bon Coin, c'est un outil qui se présente sous la forme d'un plugin Chrome qu'il faut installer au préalable. Le plugin va récolter les informations des annonces, il va interroger le modèle via une API qui va lui retourner la cote estimée du véhicule. Ensuite, on compare les deux et on peut conclure si c'est une bonne annonce ou pas. Alors, comment ça marche? Ça se fait en 3 étapes. La première, c'est de récolter la donnée et on le fait en scrapant les sites de petites annonces. Donc, c'est ce que vous voyez tout en haut. Une fois que c'est fait, qu'on a récolté la data, il faut la nettoyer et après, on va la concaténer dans une base de données où elle sera stockée et utilisée pour entraîner notre modèle. Quand le modèle est entraîné, on le déploie sur la Google Cloud Platform et on va pouvoir interroger ce modèle qui sera ici en production. La deuxième étape, c'est l'API. L'API va pouvoir permettre de faire l'interface entre le modèle et l'extension Google Chrome. Imaginez que vous êtes un utilisateur qui recherche un véhicule, vous parcourez votre site d'annonce préféré, vous identifiez une nouvelle annonce, le plugin va extraire le kilométrage, le modèle, l'année, etc., va envoyer ça à l'API, l'API va interroger le modèle et renvoyer au plugin la prédiction du prix. On fait la différence et on sait si c'est une bonne affaire ou pas. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le chemin pour arriver jusqu'à l'entraînement du modèle. Le problème, c'est que ce chemin est semé d'embûches. La première étape, la récolte des données, on a été bloqué par les sites parce que le scrapping n'est pas très apprécié. Donc, ceux qui sont plutôt cool nous bloquent tout simplement, on ne peut pas accéder à la donnée. Ceux qui ne sont pas cool ne nous bloquent pas et nous envoient de la fausse donnée. Et du coup, ça vérole complètement notre modèle. Donc, pour les sites les plus faciles, on a utilisé des techniques de scrapping en utilisant Selenium et en mettant des temporisations entre les requêtes pour ne pas se faire attraper. Et pour les plus compliqués, on a utilisé des extensions, des plugins qui nous ont permis de quand même récolter la donnée. Donc pour info, ces solutions qui nous bloquent s'appellent Datadome et fonctionnent plutôt bien. Une fois que la donnée est récoltée, tant bien que mal, on a été confronté à d'autres problématiques, donc des données manquantes. Par exemple, sur certains modèles, on n'avait pas la cylindrée ou la puissance. Ou alors, plus embêtant, une même référence de modèle peut avoir plusieurs dénominations sur plusieurs sites. Donc c'est juste une question d'orthographe et de ponctuation. Mais ce qui fait que quand on agrège tout, ça nous fait plusieurs références, alors qu'en fait, on n'en a qu'une. On a utilisé une technique qui s'appelle le fuzzy matching. En gros, on a une base de données standardisée où on est sûr d'avoir unicité des modèles et on va l'interroger pour homogénéiser les annonces qu'on va scraper. Donc, une fois que c'est fait, notre donnée est prête, mais on se rend compte que les données sont déséquilibrées. Pourquoi? Parce que le marché de l'occasion, vous allez avoir 10 000 Yamaha pour 200 Ducati, ce qui fait que le dataset n'est pas équilibré. Donc ça pose problème. Le seul moyen d'y remédier, c'est de continuer à scraper et d'avoir une base de données qui sera plus importante. Et enfin, les annonces dupliquées. Les vendeurs ne se contentent pas d'aller sur Le Bon Coin, ils postent une annonce et la mettent sur 2, 3, 4 sites, ce qui fait qu'on a plusieurs fois la même annonce. Et encore une fois, ça déséquilibre le dataset.
Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer au modèle? Lui, il va nous renvoyer un prix, mais on doit lui donner les caractéristiques du véhicule pour qu'il nous renvoie ce prix. Ces caractéristiques, on les a choisies, vous les voyez tout en haut. C'est l'année de fabrication, le kilométrage, la marque, la cylindrée du moteur et la catégorie. On envoie tout ça au modèle, lui, il nous renvoie le prix. Ce que vous voyez ici, le graphique, donc en abscisse, vous avez le kilométrage et en ordonnée, vous avez le prix. C'est la représentation d'une feature. Donc c'est la feature qu'on a appelée kilométrage. Chaque couleur correspond à une cylindrée moteur. Et vous voyez, pour les couleurs les plus foncées, c'est plus facile à voir, qu'on a une tendance claire, c'est que plus on roule avec un véhicule, et plus le prix est bas. Le dataset est composé de environ 50 000 annonces qui ont été scrappées, seulement 29 000 utilisables quand on fait le nettoyage et qu'on enlève les duplicats. Et le modèle utilisé est un arbre de décision extra-tree régressor. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la démo. Ça me fait penser, Victor, hier je regardais un film, La Grande Évasion, et il y avait cet acteur-là qui conduisait une moto à travers champs pour échapper aux Allemands. Et je crois bien que c'était une Triumph, et ça m'a fait un peu rêver. Du coup, moi, éventuellement, j'aimerais bien trouver une Triumph. Donc je vois que tu as pris les devants. Donc si on se rend sur le site de Motosélection, qu'on cherche une Triumph, donc ce qui va se passer, vous avez vu, il y a un petit temps de latence. En gros, le plugin va aller repérer les annonces une par une. Il va récolter les informations de manière automatique, marque, modèle, kilométrage, année. Il les envoie à l'API. L'API interroge le modèle, renvoie la prédiction. On fait la différence et on affiche le résultat, soit sous forme d'émo. On a mis le prix et on a mis les emojis. Donc une flamme, c'est une bonne affaire. 3 flammes, c'est une excellente affaire. Et les petits bonhommes bleus, c'est que, bon, ça vaut pas trop le coup. Donc si tu remontes un peu, donc on voit que la première, c'est pas terrible. La deuxième, c'est encore pire. Par contre, la troisième, la Bonneville-Tessan, si tu descends un petit peu, ouais, stop. Celle-là, elle est vendue à 8 790 et notre algorithme prévoit 10 000. Donc potentiellement, c'est celle-là que j'ai envie d'acheter. Pour l'instant, les sites qui sont supportés, Motosélection, lacentrale.fr, et il y en aura d'autres. Donc si vous survolez l'annonce, vous avez en plus des cartes dans lesquelles on va pouvoir ajouter plus de contexte. La suite. Donc on vous a présenté des prix. Je vais vous... Comment évaluer la performance du modèle? Et bien en fait, on va regarder l'erreur que l'on fait par rapport au prix qu'on a prédit. Donc on compare cette valeur à quoi? Et ben on a fait quelque chose de très bête. On a pris la moyenne de tous les prix de la base de données, ça donne 7 700 €. Et quand on fait ça, en général, on fait une erreur par rapport à cette valeur qui est de 5 560 €. Si on essaye d'être un peu plus fin, on fait la moyenne par année. Quand on fait ça, on baisse un peu, on est à 4 875. On continue. Année, mais cette fois on introduit la marque. Donc on arrive à 4 200 € d'erreur, pardon. Ensuite, on va utiliser du machine learning, donc le modèle qu'on a utilisé, mais avec seulement 2 features, qui sont l'année et le kilométrage. Cette fois, l'erreur descend à 3 920. Et enfin, le très bon coin, modèle optimisé avec toutes les features qui vont bien, on arrive à 1 600 € d'erreur sur le prix. On arrive à la fin de cette présentation. Pour aller plus loin, eh bien, il faudrait continuer le scrapping pour accumuler plus de données et être beaucoup plus fin sur nos prédictions. Intégrer une nouvelle feature qui serait le modèle de la moto. Faciliter l'expérience utilisateur avec par exemple un site web ou un mailing avec uniquement les bonnes affaires. Et enfin, pourquoi pas étendre le service à d'autres véhicules type voiture, camion, caravane, tout ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette super démo. Alors le prochain groupe, c'est One More Box. Arrête, j'adore. One more box, on va célébrer. Oh oui, ok, t'arrêtes pas de danser. Jamie. One More Box, c'est pas le nouveau tube des Daft Punk, c'est un vrai projet avec des vraies datas et en partenariat avec une vraie boîte. Et pour vous le présenter, j'appelle Myriam, Jean-Baptiste, Sarah et Jocelyn.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, pourquoi One More Box? Parce qu'en fait, nous, on s'est intéressé au marché du coffret cadeau. Et en fait, pour faire ça, on a eu la chance de travailler en partenariat avec une entreprise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Wonderbox, qui est aujourd'hui le co-leader européen du coffret cadeau. Donc, je vous fais un petit pitch de l'entreprise pour donner un petit peu le contexte. Donc, ils ont été créés en 2004. Ils ont maintenant un peu plus de 15 ans d'historique. Ils sont surtout implantés en France, même s'ils ont fait un peu d'expansion géographique dans d'autres pays en Europe. Et du coup, leurs produits, en fait, c'est un certain nombre de box cadeaux sur des thématiques que sont le séjour, le week-end, la gastronomie, l'aventure, avec des coffrets un peu sensations, avec les sauts en parachute, etc. Et voilà, et donc ils ont tous ces coffrets cadeaux-là. Ils ont évidemment une forte saisonnalité puisqu'ils vendent essentiellement leurs coffrets aux alentours de Noël. Ils se posent plein de questions sur leur base client auxquelles on a essayé de répondre. Alors, on a quand même limité notre sujet à des questions autour de la base acheteur et d'essayer de faire des prédictions autour du réachat. En fait, on a divisé en deux modèles. Le premier, l'idée, c'était d'identifier les réacheteurs potentiels à partir notamment de leur historique d'achat et d'autres données qu'on peut avoir, les données socio-démo et autres sur chacun des clients. Et la deuxième partie, pour cette cible-là, essayer de leur proposer des recommandations personnalisées, quels produits peuvent les intéresser le plus par rapport à chaque profil de client. Alors notre approche pour faire ça, on a commencé par la collecte de données qui nous a pris pas mal de temps pour récupérer les différentes tables. On avait une table avec l'historique de commande, on avait une table avec les données clients, une autre table avec le contenu de chaque commande et les produits qui constituent chacune de ces commandes. On avait plein d'autres choses, les paniers abandonnés sur le site, enfin voilà, on avait vraiment énormément de choses. Donc ça nous a pris pas mal de temps également sur le cleaning des données pour avoir des données propres, puisque quand on joue avec des vraies données, forcément il y a plein de choses qui sont pas terribles et qu'il faut prendre le temps de cleaner. L'organisation des données pour joindre les tables, parce qu'on n'avait pas une table qui contenait directement ce qu'on voulait, en fait il fallait regrouper des données de différentes tables. Voilà, c'était un vrai travail de joindre tout ça pour faire nos modèles et même notre analyse avant. Et en fait, c'est qu'une fois qu'on avait fait tout ça qu'on a pu commencer à faire de l'analyse, d'abord pour identifier les profils d'acheteurs, savoir comment ils se comportaient vis-à-vis des achats, la fréquence d'achat, etc., l'évolution dans le temps. Et puis également préparer les données pour les modèles, donc ça c'est ce qu'on va vous présenter juste après, et enfin les modèles. Donc en fait on a vraiment été confronté à la réalité de la data science où on passe au moins 70% du temps sur le cleaning des données, la préparation des données, et c'est qu'à la fin qu'on arrive à faire la partie un petit peu analyse et modèle derrière. Alors le premier modèle sur lequel on a travaillé, donc pour rappel l'objectif c'était d'utiliser les données de l'historique des achats pour cibler les potentiels réacheteurs. Donc pour faire ça, en fait, on a découpé notre base en cohortes par année en fonction de l'année du premier achat de chaque client. Donc on a pris tous les acheteurs de 2015, tous les acheteurs de 2017, tous les acheteurs de 2021. Et en fait, donc si on prend l'exemple de 2015, en fait, on avait l'historique des commandes, les paniers abandonnés, leur âge, leur genre, leur département, à savoir également s'ils avaient également été eux-mêmes bénéficiaires d'un coffret cadeau. Et tout ça, c'était notre input. Et l'output, c'était un flag, savoir si oui, ils avaient réacheté dans la période qui suivait, ou sinon, ils n'avaient pas réacheté dans la période qui suivait. Donc ça, avec les données réelles de 2015, on a entraîné notre modèle, et on l'a testé sur 2017, où on avait les mêmes données, les mêmes types de données en input, et en output, on a fait une prédiction pour essayer de dire tous ces clients-là, ils vont réacheter, tous ces clients-là ne vont pas réacheter. Donc ça, on a pu le comparer avec les vraies données de 2017 qu'on avait pour voir si de combien on se trompait. Et l'idée derrière, bien sûr, c'est sur 2021, avoir avec les derniers clients, savoir si potentiellement ils vont réacheter l'année prochaine et leur pousser des newsletters, des produits et savoir s'ils vont être intéressés ou pas pour réacheter. Alors le résultat de tout ça, on a fait plusieurs modèles, on a testé plusieurs choses. La meilleure prédiction qu'on a eue, c'était d'avoir identifié à peu près 40% des réacheteurs sur la cohorte de 2017. Ce qui est bien sûr largement optimisable, mais d'un côté, ce qu'on cherche, ce n'est pas forcément d'avoir 100% ici, c'est plutôt d'identifier ceux qui ont un pourcentage de chances de réacheter. Comme on est sur des comportements d'acheteurs, ce n'est pas forcément très précis, mais on essaye d'identifier ceux qui ont le plus de chances de réacheter pour pouvoir leur pousser des produits. Donc voilà pour le premier modèle, et je vais laisser maintenant Sarah présenter le deuxième modèle avec les recommandations produits pour les acheteurs. Merci Jocelyn. Alors, dans la deuxième partie de notre projet, on a décidé de faire un modèle de recommandation. Entre les approches, on a décidé d'avoir une approche collaborative.
C'est-à-dire, on utilise les comportements passés des acheteurs, similaires entre eux, pour prédire les produits qui peuvent leur être intéressants. La méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode en 3 étapes principales. La première étape, c'est de créer un vecteur pour chacun des clients, sur la base des features qu'on a créées de Sociodemo. Après, on a utilisé la même approche pour les produits, en considérant les produits plus intéressants pour un groupe de clients similaires, un cluster. Et à la fin, on a fait un scoring de tous les produits sur la base d'un profil client spécifique, et on a sélectionné les produits avec le score le plus haut pour notre modèle de recommandation. Après, on est passé à créer un outil qui on a pensé pour des responsables marketing et qui veut répondre à 2 questions. La première question, c'est qui achète un certain produit, et la deuxième question, c'est à quel produit recommander à un certain cible client. Donc ça, c'est la plateforme qu'on a créée. Dans la première page, on peut choisir par exemple, le week-end en Bretagne, pourquoi pas. Et on peut voir des informations sur le type de clients qui achètent cette coffret. Donc, par exemple, le pourcentage entre hommes et femmes, la répartition entre les différentes tranches d'âge, les pourcentages des ventes et aussi les départements où ce produit a été acheté le plus. Après, la deuxième page de notre outil permet d'identifier des coffrets qu'on veut recommander à une cible client spécifique. Donc, on veut sélectionner une personne de 50 ans, un homme qui achète en mai, et pourquoi pas un autre Savoie. Avec un budget de 108, 500, et voilà les coffrets qu'on va lui recommander. Après ces coffrets, cet outil peut être intégré dans un site internet, peut être utilisé pour faire des newsletters ciblés et donc proposer des coffrets plus adaptés à notre client. Donc ça, c'est notre projet. Merci à tous pour l'attention. Merci Gaëtan, merci à tous les TA, merci à notre camarade de batch et à toute l'équipe de Le Wagon et pour nous avoir accompagnés dans ces parcours. Gaëtan, t'as vraiment l'intention de prendre le volant là ? Le dernier projet qu'on va vous présenter. Le dernier projet qu'on vous présente a un objectif ambitieux, c'est de prévenir les paupières paresseuses des pilotes épuisés de Paris à Papeete. Et pour vous le présenter, j'appelle François, Héloïse et Paul. Bonjour à tous, je vous présente Héloïse, moi c'est Paul et on est ravis de vous présenter Wake Up, notre projet qui va vous tenir éveillés. Alors, un petit point sécurité routière, la Somnolence, c'est responsable du premier risque d'accident mortel sur autoroute et on sait que dès les premiers signes de somnolence, vous avez un risque d'avoir un accident qui est multiplié par 3 ou par 4. Donc vous inquiétez pas, il y a des solutions. Donc la première, on l'a tous fait, c'est se réveiller comme on peut au volant. La deuxième, si vous êtes chanceux et l'heureux propriétaire d'un véhicule qui conduit pour vous, vous pouvez acheter ce véhicule. Mais si vous êtes plutôt comme nous, la team Clio, on peut imaginer une solution intelligente qui consiste en fait à installer un petit écran que vous mettez sur votre tableau de bord et qui va en permanence vous filmer.
et être en mesure de détecter si oui ou non vous commencez à rentrer dans un état de somnolence. Donc comment ça fonctionne? Donc concrètement, une vidéo, c'est tout simplement une succession d'images qui arrivent relativement vite. Et ce qu'on fait, en fait, c'est sur chacune de ces images, on va être en mesure de détecter la position du visage du conducteur ainsi que la position de ses yeux. Une fois qu'on a identifié les yeux, on les passe à un modèle qu'on a conçu nous-mêmes qui va permettre de détecter l'état ouvert ou fermé. Et en fonction de la succession des images qui arriveront avec un état d'œil fermé, on pourra en conclure sur l'état de vigilance du conducteur. Donc pour détecter les visages et les yeux, on a exploré plein de possibilités. On a retenu une solution avec une librairie qui s'appelle Delib, qui vous permet de justement récupérer la position du visage et des yeux, et c'est basé sur un modèle HOG plus linéaire SVM, donc support vector machine, où concrètement, en fait, à partir des images, on calcule des gradients, et ces gradients-là servent de feature pour déterminer à terme la position de l'image et des yeux, du visage et des yeux. Donc c'est relativement fiable et rapide, et on l'a privilégié à d'autres solutions qui étaient trop lentes pour un flux vidéo en fait, et qui n'étaient pas adaptées pour notre cas d'usage, mais qui sont quand même intéressantes. Donc voilà ce que ça donne. On a fait une application web en fait, qui permet de charger des images et d'avoir le retour du résultat du modèle. Donc là, sur un premier sujet inconnu, ça fonctionne. On arrive à retrouver. Sur des célébrités, ça fonctionne bien aussi. Et on a même retrouvé en exclusivité le batch 0 du wagon. Ça fait une belle photo de famille. Et donc, quel que soit le nombre de sujets, on arrive à extraire la position des yeux. Et donc, à partir de la position des yeux, on a cherché à prédire si l'œil était dans un état ouvert ou fermé. Et donc, pour entraîner notre modèle, on a commencé par trouver des données. Donc, on a trouvé un set qui était assez large, qui comprenait 80 000 images, qui était aussi assez bien équilibré entre nos deux classes, assez varié. On avait des cas sans lunettes, des cas avec lunettes, des contrastes variés. Et à partir de là, donc, on a mis en forme nos données, on a dû redimensionner nos images, et on a dû aussi créer de nouvelles données par rotation pour essayer de couvrir un peu plus les cas de la vie réelle. Et on a choisi tout d'abord de créer un modèle de machine learning qu'on a entraîné donc, sur notre base de données. La première étape, ça a été d'utiliser la PCA, donc Principal Component Analysis. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche à représenter une image comme une somme pondérée d'images qu'on appelle composantes, qu'on voit ici. Donc là, on voit ici, par exemple, les 10 premières composantes qui permettaient d'expliquer à peu près 90% de la variance de notre modèle. Et donc, on peut voir, par exemple, donc, dans l'ordre que la première composante, la plus importante, permet d'isoler l'œil de la peau, ou la deuxième qui va mettre principalement l'accent sur la symétrie entre le côté droit et le côté gauche. Et voilà. Et donc, on a représenté l'ensemble de nos images de notre base de données dans cet espace, donc à n composantes. Et c'est là-dessus qu'on a entraîné notre SVM, qui nous a permis du coup de classifier nos images, et sur laquelle on a eu une accuracy qui nous a satisfait, puisqu'elle était de 98%. Donc, avec un modèle assez simple, en fait, on se rend compte que ce n'était pas un problème mathématiquement si compliqué. Mais on a voulu tester une deuxième approche. On a essayé de tester une méthode basée sur le deep learning, sur des réseaux convolutionnels, donc CNN, Convolutional Neural Network. Et là, donc avec un modèle à 2 couches, on a réussi à nouveau à classifier nos données entre les images ouvertes et les images fermées. Et ça nous a aussi donné une accuracy très satisfaisante de 98%. Donc on a gardé ce modèle, et donc voici par exemple sur une image les résultats qu'on a pu obtenir. Alors en vert, donc, ce sont les yeux qui sont détectés comme ouverts par le modèle, et en rouge ceux qui sont détectés fermés. Et donc ça fonctionne globalement très bien, même si le pourcentage de réussite est un peu inférieur à celui du modèle, comme par exemple ici vous pouvez le voir donc, en haut à droite sur des yeux qui étaient légèrement entrouverts.
Et donc ça, en fait, on l'explique principalement par le fait que notre base de données ne couvrait pas la totalité des cas réels. Par exemple, on avait des yeux qui étaient complètement ouverts ou complètement fermés, mais on n'avait pas d'yeux entrouverts. Donc voilà. Voilà. Et donc, une fois qu'on a eu fait ça sur des images, on est revenu donc à notre problème de départ, qui était de détecter l'endormissement des conducteurs, donc sur une vidéo, sur une personne en train de conduire. Et donc, on a essayé de créer une alerte lorsque on détectait que l'œil du conducteur restait fermé pendant une durée qui était anormalement longue, qui ne pouvait pas correspondre en fait à des clignements normaux de l'œil, mais qui était le signe d'une première phase d'endormissement et sur laquelle il fallait alerter le conducteur. Et donc, voici les résultats donc, en vidéo et donc sur une page web qu'on a fait avec notre cobaye Paul, qui va nous faire la démonstration. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez donc déjà le premier cadre bleu qui est la position du visage. Chaque cadre, du coup, correspond à un œil. Et donc, la couleur verte correspond à la détection d'un œil ouvert ou alors rouge fermé. Voilà. Ça marche, voilà. Et donc, si on s'endort, donc là, on commence à détecter un endormissement qui devient un peu trop profond et sur lequel on va lever une alarme. Voilà. Voilà, et donc vous pouvez voir que c'est quand même assez robuste en fait, au fait quand Paul tourne le visage à droite, à gauche, même à une luminosité qui n'est pas non plus incroyable ici. Voilà. Voilà, on voulait remercier toute l'équipe du wagon, l'ensemble du batch, l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés. Et puis, bonne route à tous et soyez prudents cet été. Voilà. Waouh! Je suis toujours impressionné par les projets de nos étudiants en data. Bravo, c'était vraiment cool. Vous pouvez les applaudir? Donc on va passer à la deuxième partie de notre démo day. Ce sont donc nos étudiants en développement web qui ont appris à coder en 24 semaines. Donc vous pouvez les applaudir aussi. Donc ils vont vous présenter les projets sur lesquels ils ont travaillé pendant les 5 dernières semaines. Et donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier projet, donc Nifty. Grâce à leur plateforme connectée, vous allez, vous ne modérez plus votre machine à laver quand elle tombera en panne. Vous pouvez donc applaudir Mathis, Mehdi et François qui va me rejoindre sur scène. Et donc voilà, je vous laisse. Donc, on est en train de noter très rapidement un petit numéro de série, on va vous expliquer pourquoi. Donc, Nifty, c'est quoi? Nifty, c'est plus qu'une simple plateforme, c'est un écosystème. C'est d'abord des électroménagers qui sont réparables et connectés, parce qu'on souhaite avoir un environnement qui perdure. Hein, la planète, on veut la protéger, donc on veut arrêter d'avoir des électroménagers qui tombent en panne, qui ne sont pas réparables, qui consomment beaucoup. Donc, c'est vraiment un changement de philosophie. Donc, ça passe par du hardware, et on a ici... on va vous montrer dans un instant des petits circuits électroniques qui représentent les électroménagers. Et en parallèle de ça, on a une plateforme d'analyse qui va permettre non seulement de suivre votre propre électroménager, mais en plus de partager avec les réparateurs les diagnostics à distance pour vous aider à le réparer. Voilà. Donc, si ça vous dit, vous pouvez aller sur niftyapp.tech. On a déjà fait une belle landing pour expliquer notre produit. Donc, la façon dont ça fonctionne, la première des choses, c'est qu'il faut acheter notre électroménager. Donc, vous achetez l'électroménager, vous allez pouvoir le connecter à la plateforme, et on va vous faire une démonstration de comment on le connecte à la plateforme. La deuxième des choses, vous allez pouvoir suivre les informations qui sortent de votre électroménager. La troisième des choses, c'est que vous allez pouvoir partager, si vous avez des problèmes avec un réparateur, pour qu'il, le jour où il doit se déplacer, il sache exactement quelle pièce prendre, arrive sur place, répare rapidement et reparte chez lui. Voilà. Donc, vous allez voir des captures d'écran. On a aussi des gens qui ont testé. Il y a Emmanuel. Alors, je sais pas si... Ouais, alors, du coup... Non, ça, c'est nous.
Voilà, donc on a Damien, Emmanuel et Boris qui avaient déjà testé la solution. Donc on va se connecter en tant qu'utilisateur, juste pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme et un peu les fonctionnalités qu'on a mis à disposition. Donc John c'est notre utilisateur phare. Donc John a 3 électroménagers connectés. Donc ils sont ici, ils sont connectés, mais ils ne sont pas vraiment connectés parce que je les ai éteints. Donc on va voir tout à l'heure. Donc on va les connecter en fait. Donc j'ai une petite multiprise, je vais connecter. Donc on a simplement alimenté mes électroménagers et ils se connectent. Voilà, on n'a rien à faire, ça se connecte. On va aller voir rapidement la Bosch, qui est un lave-vaisselle qu'on suit depuis longtemps. Donc on va aller voir un peu ce qu'on peut voir comme information. OK, donc on a les cycles qui sortent, on a pas mal de choses qui sont disponibles. Si on descend, on a la liste des réparateurs. Pour le moment, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas de problème avec cette machine, donc on ne veut surtout pas partager nos informations. Et on a la liste des cycles. Alors c'est un vrai graphique avec des vraies données. Donc on a généré des cycles. Et ça, en fait, ça a plein de vocations futures, par exemple, pour automatiquement commander la lessive. On n'a plus à s'en soucier, ça suit. Dès qu'on fait un truc, puis hop, on reçoit par la poste. Et nous, on touche du récurrent sur cette lessive. Donc ensuite, on va revenir aux appliances et on va vous montrer quelque chose, c'est comment on fait pour connecter une appliance. Donc je vais recevoir une appliance, donc je vais l'ajouter. Donc la première des choses, c'est de pouvoir mettre l'appliance en mode discovery. C'est-à-dire que pour pas que les gens ajoutent les appliances de tout le monde, on a mis une sécurité en place où on va aller sur son appliance pour pouvoir la mettre en mode découvrable. Donc là, Mathis, tu nous as mis le mode discoverable, c'est bon? Donc on va rentrer le numéro de série de la machine et on va l'ajouter. Donc là, ça c'est fait, petite requête, on vérifie. Et donc, elle apparaît, elle est disponible et elle est connectée. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais vous montrer. Donc, en fait, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, je peux éteindre. Mathis, je peux éteindre. Donc, en fait, ça va pouvoir voir la déconnexion et la reconnexion. Donc, on a fait un suivi qui va s'assurer qu'on reçoit de l'information des machines et dès qu'on ne la reçoit plus, ça s'éteint. Et dès qu'on la reçoit, ça se reconnecte. On va vous montrer une deuxième fonctionnalité. Maintenant, on va se connecter sur la Bosch. Alors, on va descendre un petit peu. On va descendre encore. Ah, mais j'ai 2 erreurs qui sont apparues sur ma Bosch. Quelle coïncidence. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a eu un problème sur notre heater et on va voir comment on peut le faire réparer. Donc, on va ajouter un réparateur. Moi, je connais un très bon réparateur qui s'appelle Alexandre. Donc, on a évidemment un énorme registre de réparateurs en fonction de votre géographie, mais Alexandre, on le connaît bien. Donc, on a ajouté Alexandre, et ce que va faire Mathis, c'est se connecter en tant qu'Alexandre pour voir qu'est-ce qu'Alexandre a comme information pour nous aider. Donc, voilà, on se connecte en tant qu'Alexandre. Et là, Alexandre a beaucoup moins d'informations. Pourquoi? C'est le réparateur, on n'a pas besoin de partager avec lui le nombre de cycles, ni tous les cycles qu'on a fait, le type de cycle. Donc, en contrepartie, Alexandre va avoir accès aux erreurs. Et donc, Alexandre va pouvoir préparer, comprendre, avec les modes utilisateurs qu'on fournit, pour venir chez moi, réparer ma machine avec les bonnes pièces, le faire du premier coup et repartir chez lui. Voilà, c'est Nifty. Et je suis de retour après Gaëtan et Jérémy. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques temps, je cherchais un appartement et j'étais pas super enjouée à l'idée de donner à un inconnu tous mes documents officiels pour le louer. Et ben, avec le prochain projet qui s'appelle Rentease, les formalités de location seront bien plus simples. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse faire un tonnerre d'applaudissements pour William, Brice, Guillaume et Adrien qui ont développé cette application. Allô? Oh. Bonjour à tous. Ça marche comme ça aussi? Ok. Moi, j'ai pas développé de machine learning pour détecter les yeux fermés. J'ai pas non plus de machine pour surveiller ma machine à laver. En revanche, je cherche un appartement et j'allais insouciamment envoyer les pièces quand mon meilleur ami m'a dit « Attention !» Il m'est arrivé un truc très grave. La dernière fois que j'ai loué un appartement sur Airbnb, je me suis fait voler mon identité et la personne a utilisé toutes mes infos pour, par exemple, ouvrir un compte bancaire, s'abonner à une ligne téléphonique
ou même prendre des crédits à la consommation. Donc il a eu des problèmes avec la justice et ça n'a jamais donné suite à grand-chose. Le voleur court toujours. Cet ami en question, super sympa, s'est dit ça m'est arrivé à moi, ça n'arrivera pas aux autres. Je vais développer une solution intelligente. Et il a créé Rentiz. Rentiz, c'est non seulement un outil de sécurisation de vos données, mais aussi quelque chose qui simplifie et qui vous permet de partager toutes vos pièces justificatives en un seul PDF vers la personne qui vous les demande. Je vous propose de créer un dossier. Moi, je l'ai déjà fait environ 500 fois, mais si vous voulez, on peut en faire un ensemble. Alors mon dossier, je vais mettre l'adresse pour que ce soit bien clair. Je voudrais louer au 1er rue de Stonewall. Et j'aimerais que mes pièces ne restent pas trop longtemps sur Internet, le moins possible. Donc un mois, je pense que j'aurais fait toutes mes démarches. C'est pas mal. Un mois, c'est bien. Et c'est parti. On va être guidé étape par étape. Donc là, ils ont été très sympas. Ils nous ont fait un joli questionnaire. Allez, on charge d'abord une pièce d'identité. J'en ai toujours une très ressemblante sur mon PC. On peut passer à la suite. La suite, ce sont les fiches de paie. Ils nous demandent les 3 dernières fiches de paie. En général, c'est ce qui est demandé. Donc voilà, toujours sur moi également. Faudrait pas que les gens sachent que je suis au chômage. Vous connaissez la différence entre une moule et un pullover? Donc justificatif de domicile. Pareil, super important, parce que des fois on ne sait plus où on habite et après c'est compliqué. Donc on est récompensé par un bravo, mais en plus de savoir qu'on a réussi, j'ai la possibilité de générer mon PDF tout de suite ou d'ajouter des documents optionnels. Faisons un tour s'il te plaît. Attestation d'employeur, non, ça c'est si j'ai pas mes 3 dernières fiches de paye. Dernier avis d'imposition, voilà, ça vous intéresse pas. Taxe foncière, s'il te plaît. Relevé d'identité bancaire, non merci. Un fichier additionnel, est-ce que tu as la photo de mon chat ou pas? Mince. Bon, je peux passer à la suite. Mon propriétaire ne saura jamais qui pisse sur son canapé. Générer mon dossier PDF. Allez, c'est parti. Voyons voir ce que Rentiz nous réserve. Générer mon dossier PDF. Axio. Ah non, mais c'est parce qu'il y a de la très très haute technologie derrière, c'est pour ça. Il y a actuellement 12 serveurs en Chine qui, à la place de miner du Bitcoin, sont passés sur Rentiz. C'était plus rentable finalement, vu ce qui s'est passé dernièrement. On est bon. Alors, plus qu'une étape, partagez votre dossier de location, et pour ça, on a tout un tas de possibilités. D'abord, le simple lien, où on pourra envoyer directement un email. Mais d'abord, tu nous montrerais la visualisation du dossier? Et voilà, on a notre dossier, donc tout a été groupé dans un seul PDF. Voilà, c'est beau, c'est propre, tu peux scroller directement là-dessus. Et voilà, un banquier n'accepte pas ce genre de pièces. J'ai essayé. Et voilà, donc vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à envoyer votre dossier. Vous pouvez le faire directement depuis l'application d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure. On se fait un petit essai là-dessus. Alors mon propriétaire, voilà, c'est Paul. C'est Paul, @gmail. Tu le connais Paul? Ok. Cool. On est entre gens bien. Voilà. Merci d'avoir utilisé Rentiz. J'aimerais dire un grand merci à toute mon équipe, notamment Adrien qui est parti se cacher. Mais on n'est pas tout seul, il y a Brice aussi. Brice, où es-tu? Brice, voilà. Merci Brice, merci moi et merci Guillaume qui est dans le sud. Il a très bien travaillé aussi. Donc avec la prochaine équipe, on va rester en thème de la productivité. Avec Mon Sourcing, vous direz adieu à Google pour déléguer votre recherche de prestataires, de fournisseurs ou de sous-traitants. Donc vous pouvez applaudir Xiao Xiao, Assim et François qui ont développé cette plateforme et ils vont rejoindre sur scène.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Paul et je suis le directeur des achats du CHU de Bordeaux. C'est le plus gros CHU de France. C'est des milliers de soignants et des milliers de patients qu'on traitait tous les jours. Donc avec mon équipe, on a une grosse responsabilité. Il faut assurer l'approvisionnement en matériel médical de plusieurs hôpitaux en continu. Et depuis 1 an et demi, on bossait déjà beaucoup, mais depuis 1 an et demi, on vit l'enfer avec la crise sanitaire. La pression sur les achats, sur les prix est de plus en plus forte. Et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie de matériel. Je pense que on l'a tous vécu, c'était un très gros sujet. On ne dort plus, on bosse 24/24, c'est l'enfer. Sauf que depuis 3 mois, on a trouvé monsourcing.com. Et monsourcing.com, c'est une plateforme qui est spécialisée dans le sourcing de matériel médical, qui nous sélectionne en amont les fournisseurs, à la fois sur des critères de qualité des produits, parce que vous l'imaginez bien, on ne peut pas se permettre de sourcer n'importe quoi. Il y a des normes, énormément de normes à respecter, CE, ISO 9001, etc. Et ils vont également les sélectionner en fonction de leur fiabilité. C'est-à-dire que nous, quand on lance une commande, on ne peut pas se permettre d'attendre 2 semaines pour le recevoir. Souvent, on est en flux tendu, d'autant plus avec le contexte sanitaire. Et en plus, mon sourcing me propose un outil de monitoring de tout mon cycle d'achat, de la demande de devis jusqu'à la réception du colis à Bordeaux. Donc on est vraiment hyper content avec mon équipe de pouvoir utiliser cette solution. Et donc là, je suis connecté sur mon compte et on va passer une commande puisque j'ai besoin de 20 000 seringues pour, très prochainement, dans les jours à venir. Donc on lance une recherche de seringues dans le catalogue de mon sourcing. Donc on voit qu'ils ont pas mal de références. Il y a eu un gros travail en amont de leur part pour sélectionner les meilleurs fournisseurs et le meilleur matériel. Moi, j'aime bien bosser avec le Topographics. Enfin, nos soignants aiment beaucoup cette marque, très fiable. Et bon, voilà, tu peux. Et on a bien évidemment des critères de prix, puisque vous connaissez les restrictions budgétaires du système hospitalier en France. Donc voilà, c'est le matériel que je cherche. Si tu descends un peu, je voudrais juste checker les quantités parce que j'ai besoin de 20 000 unités. J'ai un problème puisqu'il n'y en a plus que 4 000 chez le fournisseur. Je vais regarder dans les recommandations en dessous et je vois qu'il y a Terumo qui est pas loin en prix par unité. Donc je vais aller voir s'ils ont assez de stock. Ah, j'ai du bol, ils ont tout juste assez de stock. Donc je vais lancer une demande de devis sur Terumo pour 20 000 unités. Donc là, j'arrive sur la page de mes devis où j'ai tous mes devis. Vous voyez que si on scrolle, je fais beaucoup de... Enfin, tous les jours, je suis sur mon sourcing et je fais des demandes de devis en permanence. J'espère que je vais avoir un retour rapide sur ma demande de devis parce que ça, pour le coup, c'est vraiment urgent. En attendant, je vais aller regarder mes commandes, voir aussi où ça en est, parce que je peux voir le statut de livraison. Ça me permet aussi en même temps d'anticiper un peu les réceptions de colis et la gestion des entrepôts de l'hôpital. Je vais revoir sur mon devis. Et voilà, j'ai une proposition de tarif de mon fournisseur à 135 000 €. Je trouve ça assez intéressant, donc je vais l'accepter. Donc normalement, ça apparaît sur mon interface de commande. Peut-être en rafraîchissant. Toujours pas. Ah, voilà. Terumo, 135 000 €. Je vais aller voir mon dashboard pour aussi globalement monitorer tous mes achats, puisque, comme je vous dis, j'ai constamment énormément de volume à gérer. Donc vous voyez, en total, j'ai 44 commandes, j'ai 7 devis en cours. J'ai une vision aussi de mes commandes validées par catégorie avec les volumes. J'ai la vision de mes devis envoyés par catégorie de produits aussi.
Ça me permet d'analyser un peu mon mix d'achat. Et en dessous, j'ai la courbe de mes quantités à recevoir par date. Et ça, donc, ce dashboard, il est hyper intéressant déjà pour moi et mon équipe, mais également pour mes collègues à la direction financière ou à la logistique, parce que ça permet d'anticiper notamment la gestion de l'entrepôt et à la direction financière d'éventuellement me taper sur les doigts si je dépense trop d'argent. Voilà. Et donc là, on peut voir aussi que mon statut évolue dans ma livraison, et ça, c'est hyper important parce qu'on revient sur la problématique de s'assurer qu'il y a assez de matériel médical en continu. Donc c'est hyper pratique. Donc voilà, donc je suis hyper content de mon sourcing, ça m'a changé la vie et ça a changé la vie de mon équipe. On peut dormir un peu la nuit, donc c'est une super nouvelle. Voilà, c'est mon sourcing. Je voulais juste remercier Assim et Ciao Ciao pour le travail effectué parce qu'on voilà, on a passé beaucoup d'heures sur cette plateforme et voilà, ils ont super bien bossé, donc c'est top. Voilà, merci. Merci à l'équipe de Mon Sourcing. Et on va déjà clôturer ce démodé avec le dernier projet de notre team WebDev, avec une application qui va vous aider à rester focus en toute situation. Et je vous donne un petit conseil, ouvrez bien vos oreilles. Je vous laisse faire un tonnerre d'applaudissements. Vous pouvez mettre le feu sur Facebook et dans la salle pour notre dernier projet de la soirée qui s'appelle Whisper et qui a été développé par David, Thomas et Fabien, qui me rejoint sur scène. Alors comme vous pouvez le voir, j'étais en train de lire un article super intéressant sur l'impact sur le cerveau de l'écoute de certaines fréquences audio, de certaines ambiances sonores. Visiblement, ça permet d'améliorer la concentration, voire même la créativité. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je travaille en open space, et donc c'est pas toujours évident avec les collègues, le smartphone, tout ça, les discussions, de vraiment se concentrer sur son travail. Et donc potentiellement, si je trouve une solution dans ce genre-là, ça pourrait m'aider énormément. Alors, je parcours un petit peu l'article, et puis là, je tombe sur un tweet d'Elon Musk qui a été repris, qui utilise visiblement un service qui s'appelle Whisper.tech. Donc je vais aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais me rendre sur le site. Voilà, donc j'arrive sur la page d'accueil et je vois qu'il y a petite proposition. Voilà, on me propose de jouer un son pour essayer. Donc voilà, j'entends que visiblement c'est un son d'une personne qui écrit quelque chose sur du papier. Ok, c'est un peu original, pourquoi pas. On me propose surtout de découvrir d'autres sons et c'est ça qui va m'intéresser. Donc je clique sur Sign Up pour me loguer sur le service. Alors j'ai un compte Google, ça va être plus simple. Je vais éviter quand même de rentrer manuellement mon mot de passe et mon email. Et donc, j'arrive sur la page d'accueil. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus de sons, il y a un vrai catalogue, ça va être sympa. Bon, je ne connais pas encore les sons qui sont dispo sur la plateforme, donc je vais un petit peu essayer, je vais cliquer au pif. Donc là, je vois que, par exemple, il y a un éclair, voilà. Ah, il y a le son il y a un ballon de foot, c'est l'Euro, ça va être sympa, on va essayer. Une petite ambiance de stade, visiblement. Et je vais essayer de la mixer au pif avec un son de vent, par exemple, je sais pas, voilà, pour essayer. Ouais, c'est pas dingue, hein, on va peut-être recommencer et partir sur un truc plus agréable à écouter. Donc je vais revenir complètement en arrière. Et puis là, je vais me faire une petite ambiance réellement que j'aurais vraiment envie d'écouter pendant une demi-heure, pendant mon boulot. Donc je vais cliquer par exemple sur les petits oiseaux, voilà, ça m'a l'air sympa. On va faire une petite ambiance champêtre. Je vois qu'il y a le sapin, peut-être une ambiance de forêt pour combiner. Puis je vais aller un petit peu sur la droite aussi parce que j'ai pas exploré l'intégralité du catalogue. Voilà, peut-être, allez, le petit insecte peut-être pour compléter cette ambiance campagne qui nous fait du bien à tous. Voilà, c'est hyper cool. Je suis assez satisfait de cette ambiance-là. Donc je vais la sauvegarder, comme ça je pourrai la retrouver pour des sessions de travail prochaines. Et donc je vais l'appeler Forest Gump, pourquoi pas. Ça m'a l'air assez adapté. Et puis voilà, j'ai un collègue, David, au boulot, qui adore les outils de productivité, donc je vais lui partager cette ambiance-là. Je pense qu'il va adorer Whisper. Et donc je vais copier le lien, je vais le mettre de côté, et puis je lui partagerai ça par WhatsApp tout à l'heure.
Ok, alors maintenant il va falloir bosser, parce que c'est pas le tout, mais à un moment donné il faut quand même travailler. Je vois qu'il y a un petit timer en haut, ça tombe très bien. Moi je suis assez fan des techniques de productivité à la Pomodoro, donc je me lance des petites sessions de travail chronométrées. Alors je vais paramétrer ça sur 20 minutes parce que j'ai pas énormément de boulot, 25 ça va être un petit peu trop. Voilà, 20 minutes, et puis du coup c'est parti, on va se lancer son ambiance sonore et puis on va commencer à bosser. Voilà, donc... c'est parti, 20 minutes de boulot, intense, hyper concentré. On est tous très focus. Je vais ouvrir mon fichier Excel dans lequel je dois faire un petit peu de calcul. Alors moi je viens de terminer le batch data, donc tout ce qui est chiffres, graphiques, ça c'est vraiment mon truc. 4 plus 6, bam bam bam, total égale 10, bah voilà, on est bon. Voilà, nickel. Donc finalement j'étais tellement concentré que j'ai terminé un petit peu en avance. On n'a pas épuisé le timer, donc je vais aller le mettre sur pause. Ok, et puis du coup c'est l'occasion de prendre un petit café. Pendant ce temps j'explore un petit peu l'interface. Il y a des petits icônes de couleurs qui ont interpellé mon attention, donc je vais passer la souris dessus, voir un peu à quoi ça ressemble. On me dit vote for new sound, ok, sympa. Donc je peux participer un petit peu à la plateforme, peut-être voter pour des prochains sons qui seront ajoutés à la plateforme. Alors on va essayer un petit peu. Donc par exemple si je clique sur le bâtiment, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne quoi comme genre de son? Ouais, ok, pas dingue. Les ciseaux peut-être, on va tenter. Ok, on dirait que c'est un sèche-cheveux, c'est pas fou pour se concentrer. Peut-être le troisième son alors. Là, on est hyper détendu, on est hyper focus. C'est super sympa. Donc, je vais voter pour ce son-là. J'espère, je croise les doigts pour qu'il soit ajouté un peu plus tard à la plateforme. Ok. J'ai vu un petit élément en bas de la page sur les votes qui m'a intéressé aussi. J'ai cru voir qu'on pouvait proposer son propre son. Alors, ça tombe très bien parce que par le plus grand des hasards, il se trouve que j'ai sur mon ordinateur un enregistrement d'ambiance sonore de l'espace de travail du wagon. Moi, c'est un environnement qui me permet énormément de me concentrer. Voilà, j'entends tout le monde qui bosse autour et tout. Donc, je vais proposer ce son-là. Donc, je vais l'appeler extrêmement sobrement wagon. Voilà. Et je vais aller choisir le fichier audio sur mon ordinateur. Voilà, il est dans le dossier Whisper, bien sûr. Et je choisis une petite icône qui correspond à ce son et qui va être reconnue par tout le monde. Alors je vois que tout en bas à droite, il y a une icône qui ressemble un peu à un van, donc c'est plutôt adapté. C'est parti, submit, je vais proposer ce son-là, et puis j'espère qu'il sera sélectionné déjà pour être mis au vote des utilisateurs, et ensuite que peut-être un jour je le retrouverai sur la plateforme. Voilà. Alors sur la droite, il y avait une petite icône qui m'avait interpellé aussi, je passe ma souris dessus, on me dit Donate to Whisper. Alors c'est vrai que ça fait que quelques minutes que j'utilise la plateforme. En revanche, je trouve qu'il y a eu un vrai effort de la part des créateurs et surtout, j'ai rien payé jusque-là. Donc je vais quand même les rétribuer, c'est la moindre des choses. Alors en termes de somme, bon, les bars viennent de réouvrir, donc on a tous un petit peu eu quelques dépenses, c'est la fin du mois. Mais on va quand même donner une bonne somme parce que c'est quand même nécessaire de payer les serveurs qui font fonctionner Whisper et je vous invite tous à le faire. Donc je vais proposer une somme de 65 € qui me paraît plutôt adaptée à ce type de don. Voilà. Je vais cliquer sur Donate et donc là, on me propose le checkout, c'est bien 65 €. Ok, on est bon, donc je rentre mon email, bien sûr. Voilà, donc thomas@gmail.com. Alors je vous invite à tous fermer les yeux en revanche pour mon code de carte bleue, merci beaucoup. Voilà, donc je saisis le mois, l'année, le petit code de sécurité bien entendu, et puis le name, voilà, c'est moi forcément, c'est ma carte, et je pars sur le paiement. Voilà, donc ça va arriver dans quelques secondes, on a validé mon paiement, donc tout fonctionne correctement. Et alors je vais aller voir un petit peu sur le catalogue parce que tout à l'heure j'ai voté quand même pour des sons. Je vais essayer de voir si il a été ajouté. Où est mon son? Ah bah si, voilà, nickel. Voilà, le son de pluie pour lequel j'ai voté, donc c'est top. Je vais pouvoir ensuite l'utiliser pour mes prochaines sessions de travail. Alors je vais vous laisser sur ces jolies animations de vagues en couleur pastel qui vont ravir petits et grands. Et je vais surtout remercier David et Thomas qui ont co-créé Whisper avec moi. Je remercie aussi bien sûr tous les professeurs du wagon, tous les assistants professeurs et l'intégralité du batch 554. Merci à tous. Et petite information, le site est live, donc si vous avez besoin de vous concentrer, n'hésitez pas à visiter whisper.tech, à vous créer un compte et à le partager à vos collègues. Merci beaucoup. Merci Whisper. On sait quoi faire maintenant quand on a besoin de travailler. J'irai chercher du coup la petite ambiance sonore, le wagon.
Et bien voilà, déjà 24 semaines de travail viennent de se terminer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ils ont été incroyables et je vous repropose de vous faire et de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Je veux entendre le wagon gronder, très bien. Un immense bravo à toutes les équipes. Vous avez fourni un travail remarquable et très très intense ces dernières semaines pour en arriver là et ces 6 derniers mois. Je pense que vous pouvez être très très fiers de vous. Les familles, je pense, sont très fiers d'eux aujourd'hui, ils l'ont vu. Je vais appeler toute la classe à venir me rejoindre sur scène. Comme ça, on va faire une petite photo tous ensemble pour la fin, du coup. Et on va remercier une autre équipe, l'équipe de Choc, dont on a souvent entendu parler ce soir, la légendaire équipe pédagogique du Wagon, tous les professeurs et les professeurs assistants qui les ont accompagnés, soutenus et épaulés ces 6 derniers mois. On va applaudir et remercier Basile, Charlotte, Claire, Cécile, Damien, Fabienne, Franz, Romain, Ademola, Alexandre, Alexis, Emma, Fatoumata, Kenza, Paul, Stéphane, et ce n'est pas terminé parce qu'il y a aussi la data, Gaëtan, Bruno, Davy, Héloïse, Laurélie, Mathieu, ouais, faites du bruit, Nicolas, Paul, Tan, Capucine, Alexis, Catherine, Christophe, Gabriel, Hélène, Curtien, Tom, Vincent et Wassim. Comme à chaque fois, c'est une très très grosse équipe qui les aide pendant 6 mois. Donc bravo encore à vous, on a été vraiment très fiers d'être avec vous pendant ces 6 mois, bravo. Et je vous dis à la prochaine du coup. N'hésitez pas à nous suivre sur Meetup.